Chers lecteurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons revenir sur une femme rabbin que vous connaissez tous et que beaucoup d'entre nous apprécient énormément pour son intelligence et justement son ouverture d'esprit et peut-être son approche philosophique des choses. Il s'agit de Delphine Orvilleur. Nous avions déjà présenté un de ses livres, Vivre avec nos morts, qui était à l'époque publié chez Grasset il y a de cela 1 ou 2 ans. Et cette année, elle nous revient avec un livre, Il n'y a pas de hasard, un essai, je dirais, un monologue qui est destiné d'ailleurs à être joué et à être mis au théâtre à être joué au théâtre des Plateaux Sauvages à Paris et en fin d'année au théâtre du Rond-Point. Il s'agit de l'essai qui s'intitule Il n'y a pas de hasard, publié par Grasset. Alors, le livre est très intéressant et m'a beaucoup pris parce que finalement, il traite d'un sujet, on ne peut plus actuel, puisqu'il s'agit justement d'un essai contre l'identité. L'identité aujourd'hui qui est devenue quelque chose d'omniprésent et que, avec intelligence, Delphine Orvilleur questionne. Alors il faut savoir que Ajar, comme on le sait tous, c'est le double en sorte de Romain Gary. Et Delphine Orvilleur est une grande admiratrice de Romain Gary. Et dans ce livre, surtout dans la première partie, elle évoque la nature des échanges qu'elle aurait aimé avoir avec lui, tout en mentionnant le fait que son refus d'être réduit, donc puisqu'il a pris durant sa carrière une double identité, puisque il faut savoir que Romain Gary a publié sous son nom et sous le pseudo de Émile Ajar, eh bien, Delphine Orvilleur, elle parle justement de ce refus de Romain Gary d'être réduit à une identité. Et elle dit d'ailleurs, je pense que cet aspect de sa personnalité où cet écrivain refuse justement d'être réduit à une identité, consciemment ou non, eh bien, ça se reflète dans ses choix, dans ses textes. Et c'est vrai que Gary, il n'a cessé de se réinventer tout au long de sa vie, puisqu'il a écrit sous bien des noms. Et finalement, selon elle, il détient en fait une clé pour nous aider à comprendre aujourd'hui cette obsession identitaire qui fait tant partie aujourd'hui de nos temps. Et donc, lui, finalement, Romain Gary, eh bien, il montre quelque part qu'on n'est pas ce qu'on est et ce qu'on dit qu'on pense. Et donc, l'œuvre de Romain Gary, eh bien, c'est justement, en fait, je dirais, un travail qui montre que les gens ne sont pas prêts à se résoudre, ou en tous les cas lui, ni au rétrécissement de l'existence, ni à celui du langage, mais que donc Romain Gary croit qu'il est donné de se continuer constamment à se réinventer. Et donc Romain Gary, on pourrait dire que c'est un survivant parce qu'il va s'engager tout au long de sa carrière dans un processus de survie. Et donc la question finalement qu'il se pose dans son travail, c'est et qui séduit tant Delphine Rovilleur, c'est justement comment faire pour que nos vies soient au-delà de tout ce quoi on avait imaginé. Et donc, pour repenser le thème de l'identité, elle le fait à travers de l'histoire de Romain Gary qu'elle admire tant. Faut pas être, c'est pas étonnant, pardon. Romain Gary, c'est quand même quelqu'un qui est né lors de périodes assez troubles, puisqu'il est né en 14, il a survécu à l'antisémitisme, il a survécu à la Seconde Guerre mondiale en tant que combattant et aviateur, mais ce qu'il veut surtout, c'est et je fais bien la différence entre les deux mots, il veut survivre. Donc il veut, quelque part, toujours se remettre en question et se poser la question: comment faire pour que sa vie soit au-delà de tout ce qu'il
à imaginer comment faire pour que nos vies, sa vie, soient plus grandes que la vie, plus grand que ce qu'on a espéré ou imaginé. Et finalement, comme le montre Romain Gary, on peut avoir plusieurs identités. Il ne faut pas oublier que Romain Gary est un des seuls écrivains qui s'est vu attribuer le prix Goncourt en 1956 pour La promesse de l'aube, et puis sous le pseudo d'Émile Ajar, il a remporté une seconde fois en 75 un autre prix Goncourt pour La vie devant soi. Et ça a été un magistral scandale médiatico-littéraire, mais en même temps un tour de force, de renaissance, de recommencement, de retour au départ pour Romain Gary. Et donc, dans ce livre, elle montre à quel point elle est en accord finalement avec ce que Romain Gary a fait, et elle imagine qu'Émile Ajar, donc le pseudo de Romain Gary, a eu un fils, Abraham. C'est pas un nom dénué, je dirais, de toute signification, et elle va lui faire raconter son histoire. Alors, pourquoi finalement imaginer un fils issu d'une identité fictive, puisque c'est le fils de Ajar, le fils de cette grande entourloupe littéraire du XXe siècle, c'est le fils fictif du fictif Ajar. Et donc, en utilisant cette histoire qui sert de point de départ, elle arrive véritablement vers une sorte d'explosion de l'identité elle-même. Et le fait de faire exploser l'idée même d'identité est une façon de se poser la question, mais de qui est-on les enfants, mais aussi on n'est pas juste les enfants de nos parents. Donc, c'est vrai qu'on est les enfants, et c'est là-dessus où aujourd'hui elle veut remettre l'identité en question, parce que nous ne sommes pas seulement les enfants de nos parents, nous sommes aussi les enfants des histoires qu'on nous a racontées, des livres qu'on a lus, des fictions qui ont été les nôtres, celles qu'on nous a confiées, celles qu'on a inventées pour nous-mêmes. Et donc, quelque part, ce n'est pas seulement l'origine qui fait l'identité, mais aussi tout ce qui est autour, tout ce qui finalement a fait qu'au cours de l'existence a permis à l'être humain, justement, pour définir cette identité, de se détacher de ses origines, parce que c'est vrai que il faut savoir se détacher, s'arracher de ses origines. Bien sûr, il faut savoir ce qu'on doit aux générations passées, mais en même temps, il faut s'en décrocher un petit peu. Et donc, elle dit une phrase très très bien, parce que pour parler des identités, le problème aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on a en fait, on a affaire, les gens mettent tellement leur identité en avance, il y a un tel problème justement, c'est qu'elle dit, ben voilà, en mettant notre identité unique en avant, on est dans l'enfermement. Justement, il faut se mélanger, il faut polluer toutes les identités, pardon, pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l'existence doit au mélange. Donc il faut sortir de cette binarité, il faudrait toujours être en chemin. Pour lutter contre l'identité, il faudrait sortir de cette idée de soit l'un, soit l'autre. Et c'est un défi quasiment insurmontable, parce que finalement, cette saloperie d'identité, ce thème qui nous poursuit constamment, cette idée morbide qu'il y avait une possibilité d'être vraiment soi, oui, elle est possible, mais à partir du moment où il y a un mélange, où on n'est pas assigné à résidence, où on n'est pas seulement lié à son ethnie, à son héritage, mais qu'on comprend également que pour développer une identité, on doit être capable de ne pas être identique à ce qu'on a déjà dit sur soi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, le problème, et Salman Rushdie le dit très très bien,
c'est que l'appauvrissement des identités auquel justement on assiste aujourd'hui, eh bien aujourd'hui nous amène à voir très vite en l'autre un ennemi qu'il faut combattre. Alors que c'est tout à fait faux, puisque le fait de combattre cet ennemi ben, nous amène justement à un appauvrissement de nos identités. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et elle le dit très très bien dans ce livre, parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de références bibliques, kabbalistiques, il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre, il y a des phrases qui sont très percutantes, où elle arrive à résumer parfaitement la chose, et elle le dit, c'est que nous, en fait, nous sommes encore revenus en Égypte, c'est vrai, c'est ce que nous sommes, revenus en Égypte, le peuple aujourd'hui, les peuples, dans un lieu de servitude et d'enfermement identitaire. Et elle a tout à fait raison. Et elle distingue trois formes d'identitarisme. Elle dit, d'abord, il y a les fondamentalistes religieux qui, eux, bien sûr, aspirent à revenir à l'origine, à la naissance, mais qui ne tiennent pas compte, bien entendu, de tout ce qu'on peut rencontrer sur le chemin et qui forment un homme. Il y a les extrêmes politiques, les nostalgiques identitaires qui aspirent à revenir à ce que nous fûmes, la famille, la culture, la terre. Et puis, il y a l'identitarisme qui fait de nous de simples héritiers d'une couleur, d'une race, des fautes, des égarements, des douleurs de nos pères. Et alors, finalement, il y a une pureté dans cette recherche, dans cette obsession de ces fondamentalistes qui sont à la recherche justement et qui sont tellement sensibles sur ce point de l'identité. Eh bien, il y a une obsession de recherche de la pureté. C'est comme si, pour ces gens-là, il faudrait revenir au fondement de nos histoires avant qu'elles aient été contaminées par l'autre. Alors que justement, ce que prône Delphine Orvilleur, c'est justement la contamination par l'autre, le mélange avec l'autre, et reconnaître qu'on a été façonné par la rencontre avec les autres, et que finalement, c'est ça qui fait la richesse. À chaque génération, on essaye de se soustraire, mais au fait, comme elle le dit très très bien, on essaye de se soustraire par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, mais en fait, on est tous des additionnés. On essaye de se soustraire du passé, mais dans la vie, on doit faire avec nos héritages et les amener quelque part. Et l'origine, bien sûr, ça compte, mais ça n'a jamais autant d'importance que ce qui va arriver en route, c'est-à-dire toutes les connaissances, qu'elles soient littéraires, les rencontres, les mélanges, qui sont faits au fur et à mesure d'une vie. Et donc pour défendre aujourd'hui son identité, se revendiquer, pour lutter contre le racisme, les discriminations et l'homophobie, justement, il ne faut pas rechercher cette pureté de l'identité qui nous enferme, au contraire. Et là aussi, il y a un danger parce qu'elle parle de l'appropriation culturelle et c'est très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'appropriation culturelle, bien entendu, le sujet a dérapé, il y a des dérapages, ça va trop loin. Mais c'est vrai qu'il est important qu'on ne peut pas parler au nom de n'importe qui et être légitime. Bien sûr qu'il y a eu des gens à travers l'histoire dont la voix a été éclipsée et que, au nom de cette appropriation culturelle, il faut savoir que ces gens ont droit au chapitre. Mais le propre de la création est justement de ne pas s'enfermer dans notre peau, mais aussi de se soucier de la voix de l'autre qui a été éclipsée. Et d'ailleurs, elle donne un exemple que j'ai entendu dans une émission de radio où elle dit « c'est dommage parce qu'elle, justement en parlant d'appropriation culturelle et du fait qu'aujourd'hui, on a tellement peur et on veut plus se mêler parce qu'on se dit « ça ne fait pas partie de ma bulle, donc je n'ai pas mon mot à dire dans ce sujet », elle raconte comme Tom Hanks, qui il y a 20 ans avait joué le film de Philadelphie, dans lequel il jouait un homosexuel qui avait attrapé le sida, et il dit aujourd'hui, je n'ai pas le droit de prendre ce sujet et de le raconter moi,
parce que c'est une appropriation culturelle. Mais quelque part, si tout le monde se met à penser comme ça, on est très mal barré. Donc cette idée finalement d'universalisme va reculer. Et donc il ne faut pas se cacher ou parler au nom d'un communautarisme, parce que justement, on peut le faire à cause de la peur de la discrimination, mais quelque part, on rentre alors dans un enfermement. Et donc, c'est ça, c'est l'altérité comme facteur d'émancipation, comme facteur d'avancement, si je pourrais dire, et c'est altéré qui va permettre justement d'arriver, c'est justement la rencontre avec l'autre qui peut faire justement qu'il y ait un alliage entre tous les gens et qu'on ne s'enferme pas dans sa propre bulle. C'est très marrant parce que Ajar, bon, on sait tous que Romain Gary était juif, Ajar, quand on le traduit en hébreu, ça veut dire acher. Acher, c'est l'autre. Donc là aussi, il y a à nouveau cette idée, ce clin d'œil de ne pas rester enfermé dans une identité. On est plusieurs de chez soi et justement, il faut se méfier de tout ce qui peut nous enfermer encore plus. Alors, le but finalement, c'est de s'assurer de n'être jamais complètement soi-même en rendant toute sa place à l'étranger en soi. Si tu es complètement, immanquablement toi-même, alors il n'y a rien à dire. Et comme elle le dit très très bien, c'est le mutisme de la plénitude. Exiger pour l'autre une égalité, non pas parce qu'il est comme nous, mais précisément parce qu'il n'est pas comme nous. Et donc finalement, elle le dit très très bien, elle explique à quel point c'est tellement important de sortir au fait de cette identité qui prône finalement un individualisme au lieu de prôner justement cet universalisme qui nous est très très cher. Alors, elle, elle est forte, c'est un petit livre, elle explique très très bien les choses à travers des petites histoires, donc c'est tout à fait vulgarisé, c'est compréhensible pour tout et surtout ça nous met finalement en garde contre des dangers de société aujourd'hui qui sont tellement présents. Et c'est pour ça que je vous conseille ce livre, parce que c'est une femme qui est particulièrement intelligente et qui sait raconter les choses comme il faut les raconter. Donc voilà, je vous conseille ce livre et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Au contraire, c'est parfaitement bien raconté et bien expliqué. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.